Bonjour à tous et bienvenue dans Hors-jeu Capital, numéro 83 si je sais compter, si je ne me trompe pas et si je vous suis depuis chaque semaine. Bonne année à toutes et à tous, pour ceux que j'ai pas pu saluer. Meilleurs vœux pour cette année 2020, on l'espère remplie de succès, pour vous personnellement, pour le PSG aussi évidemment. Allez, pour l'équipe de France aussi pour l'Euro, hein, on est un peu corporate et chauvin, donc on va souhaiter du succès à nos Français pour l'Euro. Merci de nous suivre toujours plus nombreux sur les podcasts. On a vu les derniers chiffres avant les fêtes. C'est vraiment pas mal, donc c'est très gentil de votre part. Les commentaires, les likes, on regarde tout et ça nous fait vraiment plaisir. Hugo n'est pas là cette semaine. Il a été aperçu hier soir au Capitole avec les partisans de Donald Trump. Du coup, j'ai dû le remplacer ce matin au pied levé. C'est Mousse qui m'a appelé à 3h du mat. Il m'a dit j'ai aperçu Hugo là sur BFM. Il était à Washington. Donc, est-ce que tu es dispo? J'ai dit oui, évidemment. Parfait, ça tombe bien, j'avais envie de parler PSG. On va longuement débriefer ce synthé PSG un partout avec l'équipe du jour. Alors, qui est avec moi? Nicolas Puravo. Salut Nico, bonne année, comment ça va? Salut à tous, bonne année également. Bah écoute, ça va bien. Par contre, petite précision, moi j'ai aperçu effectivement Hugo, mais c'était au Capitole de Megève, hein. Je ne veux pas balancer, mais c'est plus par là. Bon, toi tu balances, c'est pas grave. Mousse est également avec nous. Salut Mousse, comment ça va? Écoute, ça irait mieux si moi aussi, si j'avais pu profiter un peu de mes Megève. Bon, c'est pas le cas, il y a que Hugo, donc moi je suis là à Paris, mais ça va quand même, tout va bien. Et enfin, Yacine est avec nous, qui a déjà revu la rencontre 4 fois. Salut Yacine. Salut Et à qui tous. a vomi 2 fois. Meilleurs vœux à tout le monde, en espérant que ce soit une meilleure année, déjà sur le plan de la santé, de la vie, Bien sûr. et après au niveau football, ce serait bien aussi. Bon, les amis, pour la première de cette année 2021, le PSG a consigné une match nulle un partout hier sur la pelouse de Saint-Etienne. Moïse Kean a répondu à un but de Romain Moma en première période. Vos impressions sur la rencontre de manière générale d'ailleurs, d'abord, c'était la première de Pochettino. Mais avant de rentrer dans les détails, juste vos impressions sur la rencontre. Nico, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce match? Oh, il y a plein de choses à dire. Pour résumer globalement, bah, quand tu mets ta Twingo chez Ferrari, 3 jours après, c'est toujours une Twingo. Donc, il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu d'effet Pochettino qui a tout bouleversé. On a retrouvé un PSG comme on l'avait laissé en 2020, c'est-à-dire très pauvre collectivement, en déficit athlétique, pas inspiré. Et à l'arrivée, tu fais un partout à Saint-Étienne. Et je pense que c'est le meilleur résultat qu'on pouvait espérer hier soir. Mousse, t'es d'accord? Ouais, je suis absolument d'accord. Je parlais avec Yacine pendant le match et je lui disais, tiens, c'est un air de déjà vu. Et en fait, c'est un match qu'on avait déjà vu sous l'ère Tuchel, donc pas beaucoup de changements. Alors évidemment que je n'en veux pas à Pochettino parce qu'il vient d'arriver et qu'il a pu constater lui-même de ses propres yeux le chantier qui l'attendait. Et j'ai envie de te dire aussi pour terminer que dans ce match, comme d'habitude, il y a eu un bon match par ligne et c'est toujours un bon joueur par ligne, pardon, et c'est toujours les mêmes. Alors je vais citer Navas évidemment, je vais citer Marquinhos, je vais citer Verratti. Et je vais citer Moïse Kean devant. Voilà, pour moi, ce sont les joueurs hier à qui on ne peut pas reprocher grand-chose. Il y a eu ensuite, tu as des joueurs qui ont fait aller le job, entre guillemets, et je suis gentil. Et puis après, il y a eu les joueurs mauvais, et on en reparlera plus en Voilà, détail, mais déjà vu, ouais. C'est le match déjà vu. rien de nouveau sous le soleil, Yacine. Je suppose que toi, qui t'agaces régulièrement devant les matchs du PSG depuis quelques mois, l'année 2020, 2020, 2021, ça change rien, quoi. Alors, moi, j'ai fait un podcast tout seul cette nuit, je parlais tout seul, il fallait que je parle. Non, mais ouais, il y a rien. Mais en fait, ce qui est problématique, parce que effectivement, Pochettino vient d'arriver, donc ça prend du temps, hein. C'est pas un claquement de doigts, il va y avoir du changement. Ce qui est problématique, moi, c'est les attitudes. En dehors du déchet technique, etc., c'est les attitudes. Voilà, et ça, ça devient problématique parce qu'en fait, ça devient régulier. Alors qu'on s'est dit qu'il y avait une cassure avec Tourelle, etc., que les joueurs soient pas prêts, c'est une chose, mais l'attitude, moi, elle me dérange vraiment. Mm. Justement, bon, on va rentrer dans le détail des joueurs, mais évidemment, hier, l'attention était portée sur la première de Pochettino. Alors, évidemment, je connais votre réponse. Je vais vous demander si on a vu une patte Pochettino. Voilà, on n'a pas encore le temps de le voir. Mais est-ce que, ne serait-ce que dans l'attitude de sa part déjà, de certains joueurs, dans l'aspect footballistique, tactique, est-ce qu'il y a un petit truc à noter de Pochettino hier, Nico? Moi, je pense qu'on a quand même vu un petit truc, ouais. C'est que la première demi-heure, bon, je passe les 10 premières minutes un peu difficiles au niveau de la relance, mais pendant une demi-heure en première mi-temps, je vois une équipe quand même qui essaie de jouer vite,
plus vite en tout cas qu'avec Tourelle ces derniers temps. Je pense que ça, c'est une consigne du coach, clairement. Après, bon, il y avait beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de maladresse pour que ce soit efficace, mais il y avait quand même cette volonté voilà, de faire tourner le ballon assez rapidement, de ne pas perdre de temps sur des passes stériles latérales. Et ça, je pense que c'est quand même une demande du coach. Après, sur le fond de jeu global, à part le positionnement un peu plus haut de Verratti, il n'y a pas grand-chose qui porte la patte de Pochettino, parce que déjà, il n'y a eu que 2 vrais entraînements, donc forcément, c'est impossible de mettre en place quoi que ce soit. Et puis, il y a aussi un effectif décimé. Il ne faut pas oublier qu'hier, il y a encore 9 absents. Donc, tout ça, ça fait que c'est complètement impossible aujourd'hui d'imaginer qu'on aurait pu voir quelque chose qui change. Et puis, vous dis oui, à part la vitesse dans la volonté de jeu, je n'ai pas vu grand-chose de nouveau perso hier. Ça me semble assez prématuré, c'est trop tôt. De toute façon, c'était attendu. Hein. Justement, c'est ce que je te disais un peu avant de commencer. Et Mousse, je me tourne vers toi. C'est peut-être quelque part positif aussi que le PSG garde le même niveau pour ne pas faire d'illusions à ce nouvel entraîneur et voilà, repartir sur une base assez basse pour travailler à partir de ce qui dysfonctionne au PSG aujourd'hui. Bah ouais, je pense que ce match a aussi servi au coach Pochettino justement de se faire une idée, une revue d'effectifs aussi, parce que l'entraînement c'est bien, mais bon, à l'entraînement, tu vois des choses, tu vois des attitudes, mais dans le match, c'est encore mieux, quoi. Parce que tu as un adversaire en face, et en plus, Saint-Etienne, hier, ce qu'ils ont proposé, c'était quand même pas mal en termes de pressing sur le PSG, surtout en deuxième mi-temps. Il avait plutôt bien fait en début de première mi-temps. Ensuite, le PSG a contrôlé le ballon, et ensuite, quand ils sont rentrés en deuxième mi-temps, ils ont quand même fait Alors, ils n'ont pas été dangereux. Par contre, dans le pressing, je les ai trouvés plutôt bons. Sur la patte Pochettino, évidemment, difficile à dire parce que, encore une fois, comme on l'a tous dit, hein, c'est des matchs qu'on a déjà vus aussi sous l'ère Tuchel. Par contre, c'est vrai que je rejoins un peu Nico sur la première mi-temps, en tout cas. On a vu souvent à la perte de balles que les milieux, par exemple, Herrera, Gay, c'était généreux, ça courait, ça a récupéré quand même des ballons. Alors ça, c'est dans l'attitude. Après, je laisserai parler Yacine sur le côté tactique et technique. Mais à part ça, à part le contre-pressing ou le pressing, enfin, à la perte du ballon, on a pu voir par intermittence en première mi-temps, voilà, il y a pas grand-chose. Par contre, voilà, je pense qu'encore une fois, Pochettino a vu tout le boulot qui l'attendait. Et, bon courage à lui, hein. Surtout, comme l'a dit Yacine, sur certaines attitudes, et notamment les 2 offensifs, Di Maria et Mbappé, dont on va parler. Comme le dit Yacine, ça commence à devenir problématique. Toi, Yacine, le sceptique de la bande, je pense qu'il y a du pain sur la planche pour Pochettino. T'as pas vu encore grand-chose hier, comme nous tous d'ailleurs. Je suppose que voilà, il y a beaucoup de travail. Oui, mais parce que faut pas oublier, malgré tout, les absents, on est obligé d'en parler. Parce que, évidemment, que quand tu as Dagba et Bakker, t'as pas Florenzi et Bernat. C'est comme ça, et c'est dans beaucoup de clubs aussi, hein, mais là, en l'occurrence, pour le PSG. Quand au milieu, il te manque Rafinha, bah oui, il te manque une qualité technique. Peut-être même Paredes. Quand il n'y a pas Neymar, bah, évidemment, ton animation offensive, qu'on le veuille ou non, qu'on déteste Neymar ou pas, bah oui, ton animation offensive, c'est pas la même. Il n'y a pas les mêmes différences, il n'y a pas les mêmes courses, il n'y a pas la même justesse technique. Donc, oui, les absences, c'est un problème. Il y a trop de joueurs dans cette équipe qui n'ont pas le niveau. Voilà, qui n'ont pas le niveau du PSG et qui ont à peine le niveau Ligue 1. Kerrer, ça devient très grave. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, il est pas bon, est-ce que ça peut être pire? Et à chaque match, mais je crois que c'est encore pire. Et est-ce que ça peut être pire? Voilà. Alors, il y a son niveau à lui, parce que moi, j'ai jamais été un fan de ce joueur. Mais il y a un vrai problème de confiance, je pense, de toute façon, au PSG. Et je pense que c'est pour ça que moi, je pense que son aventure, par exemple, pour lui, elle est finie au PSG parce qu'on a l'impression qu'au PSG, en tout cas, il ne sortira plus de ce gouffre-là. Il fait des erreurs de relance de moins de 15, de placement, c'est catastrophique. Vite fait, j'en ai parlé un peu sur Twitter, mais il y a une action où Pembele se fait travailler sur un 1-2. Évidemment, Pembele, il est coupable de son positionnement. Mais le positionnement de Kehrer, il est juste catastrophique. C'est-à-dire qu'il est ni sur le porteur de balle, il n'aide pas Pembele, il vient pas couvrir. Enfin, c'est pas possible. Quand tu joues défenseur central, c'est pas possible. Et d'ailleurs, on l'a vu parce que dès le début du match, il était censé commencer côté gauche. Et il a très vite changé avec Marquinhos parce que je pense que déjà côté droit, c'est dur. Mais alors côté gauche, je pense que c'était pas possible, quoi.
Ouais. Yacine, je reste avec toi juste pour revenir sur quelques choix de Pochettino hier. Évidemment, Verratti en 10. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça fait des années que l'idée germe un peu au PSG, hein. Je me rappelle quand Unai Emery était arrivé, avant de faire de Pastore son numéro 10, il avait aussi tenté un petit truc avec Verratti. Tourelle, ça me dit rien, mais il me semble qu'Unai Emery avait tenté. Euh, Verratti dans ce poste ravancé en 10, bon, 8-10, je sais pas trop, plutôt 10. C'est encore c'est une bonne idée. Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est une un faux espoir? Alors, la première chose, c'est que il a été formé à ce poste-là, à Pescara. Donc, c'est déjà un poste qu'il connaît. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, Emery l'avait tenté. Le problème, c'est que toujours de se dire combien de temps tu as pour mettre en place les choses. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, Verratti, il sera toujours meilleur plus bas qu'en numéro 10. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher en numéro 10. Ça veut dire qu'il faudra du temps. Parce que quand tu joues plus haut, tu es souvent plus dos au jeu. Tu n'as pas le jeu devant toi. Donc, il y a des repères à trouver. Tu dépends aussi beaucoup plus, encore plus, du mouvement qu'il y a autour de toi. Tu n'as pas tout cet espace devant toi pour analyser le jeu. Il faut que tout aille plus vite. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que tu as le temps d'installer ça pour laisser Verratti prendre ses marques? Et deuxième chose, est-ce que c'est ponctuel parce qu'il manquait Neymar et parce que Draxler n'était pas prêt? Parce que pour moi, aujourd'hui, s'il y a des joueurs qui peuvent jouer plus à ce poste-là, tu as Neymar, tu as Draxler, voire même Rafinha. Donc, Sarabia aussi. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas une mauvaise idée en soi. Est-ce qu'aujourd'hui, en arrivant en cours de saison, c'est le moment de le tenter? Voilà, c'est plus sur ça que j'ai des doutes. Nico, là où ça peut être une bonne idée, Yacine n'en a pas parlé, c'est dans le premier pressing, à la perte du ballon et à la relance de l'adversaire. Verratti, on sait que c'est l'un des joueurs qui presse le plus au PSG, malgré sa condition physique parfois défaillante. Le mettre en 10, ça peut aussi insuffler un pressing et il peut être un peu porteur de cette philosophie-là de pressing sur la défense adverse. À la rigueur, moi je trouve qu'à ce niveau-là, du moins, même si je rejoins Yacine sur le côté dos au jeu, ça peut être pourquoi pas intéressant à la perte du ballon. Bah ouais, moi je suis pas trop d'accord. Alors hier il fait un bon match, hein, faut dire il y a tellement de mauvais autour de lui que tout de suite dès que tu es à un niveau convenable, ça, t'as l'impression d'être un ballon d'or en puissance. Donc hier il fait son match, il y a une passe décisive, il y a près de 150 ballons, enfin il y a une vraie activité. Moi j'avais un peu peur qu'il soit isolé, ça n'a pas été le cas parce qu'il a aussi pas mal décroché pour aller chercher les ballons. Après moi je vois deux limites à ce positionnement. Déjà la première c'est que tu mets où Neymar quand il va jouer. Donc, c'est-à-dire que si tu mets Neymar à gauche, c'est-à-dire que bah, tu vas mettre Mbappé devant. Enfin, tu vois, ça te fait un espèce de jeu de chaise musicale et à l'arrivée, tu vas devoir sortir une cartouche offensive et j'y crois pas du tout. Donc, à mon avis, hier, c'était plus un test en l'absence justement d'autres joueurs capables d'avoir ce poste. Et puis, la deuxième limite, c'est que c'est bien d'avoir effectivement Verratti là-haut, mais tu vois les difficultés à relancer. Le problème quand il n'est pas là, c'est que tu confies la relance à des Gay, à des Herrera, à Kerrer, à des mecs comme ça. C'est pas possible. Tu passes pas par les côtés parce que tu as un jeu offensif sur les côtés qui est complètement inexistant. Donc ça veut dire que tu n'as aucune relation de sortie avec ton défenseur central et ton milieu. Donc je pense que Verratti est appelé à jouer à son vrai poste. Hier, c'était vraiment plus un coup de dépannage parce qu'en absence de Neymar, mais ce sera à la place de Neymar. C'est évident que dans le 4-2-3-1 de Pochettino, dans son esprit, il y a Neymar en 10, c'est son meilleur rôle, c'est son meilleur poste. Je ne vois pas une seule seconde Pochettino changer ça et mettre Verratti là et ensuite exiler Neymar sur un côté. J'y crois pas une seule seconde. Mousse, toi, Verratti en 10, ça te séduit ou pas trop? Bah, comme l'a dit Nico, il a fait plutôt un bon match à ce poste, mais moi je suis plutôt d'accord avec Nicolas. Je ne crois pas que ce soit une situation pérenne. Je pense que c'est vraiment lié à l'absence de Neymar et je pense qu'au retour de Neymar, il sera aligné avec un autre milieu en 4-2-3-1. Et moi, je le préfère de toute façon, je le préfère plus bas sur le terrain parce que comme l'on dit même, enfin, même si Yacine, il aime bien, mais moi je suis plutôt d'accord avec Nico dans le sens où pour sortir le ballon, on l'a toujours dit que dans ce milieu, ça manquait de sérénité et ça manquait d'un joueur pour faire surtout le lien avec les attaquants. Et quand Verratti était blessé, et quand on mettait uniquement des profils, on va dire, plus défensifs comme Herrera, Gay, ou parfois on ajoutait même un Paredes qui est, on va dire, entre les deux, c'était toujours compliqué. Donc là, quand on voit le match d'hier, et en plus, tu as une autre solution. Là, Yacine en a parlé, tu as Draxler qui a fait plutôt une rentrée intéressante, qui a essayé aussi. Donc je ne vois pas Pochettino gâcher un Verratti
Et, et pareil, comme l'a dit Nico, tu fais quoi des autres joueurs? C'est-à-dire que tu exiles une nouvelle fois Neymar sur un côté. Mbappé, on sait qu'en pointe, Mbappé, c'est pas trop ça. C'est bien lorsqu'il il a peut-être un deuxième attaquant avec lui, mais seul, ça a jamais vraiment fonctionné. Donc voilà, mais plutôt quand même agréablement surpris par. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué à ce poste, comme tu l'as dit Clément. Il a joué très peu à ce poste-là. Puis il avait l'air pas perdu, quoi. Donc c'était plutôt rassurant. Ça offre, je dirais, une possibilité supplémentaire à Pochettino en cas d'absence de Neymar, voire de Draxler. Mais il y a aussi Sarabia. On sait qu'à Séville, il avait déjà aussi occupé ce poste. Donc il a plusieurs possibilités. Mais moi, oui, vraiment, je préfère le voir quand même un peu plus bas. Et Neymar installé vraiment en numéro 10 derrière les attaquants. Autre secteur défaillant hier au PSG, ça se répète un peu, hein, c'est les latéraux, les couloirs. Dagba titulaire en l'absence de Florenzi, Baker, bon, ça se confirme en l'absence de Bernat qui s'est fait les croisés. On a l'impression que quand les titulaires ne sont pas là à ce poste-là, c'est vraiment le talon d'Achille de cette équipe. Voilà, il y a très peu de choses proposées positives. Bon, je pense notamment à titre personnel plus à droite qu'à gauche. Voilà, Baker tente des choses quand même. Yacine, tu es d'accord avec ça, les latéraux, c'est vraiment un souci au PSG quand les titulaires ne sont pas là? Ouais, c'est un problème dans la qualité technique déjà. C'est-à-dire que quand offensivement ils doivent centrer, c'est compliqué. Après, il y a quand même, on ne peut pas tout leur reprocher ou tout leur mettre sur le dos. Quand tu as Mbappé qui passe 75 minutes le long de la ligne de touche, sans jamais rentrer, ben, évidemment que pour un latéral, déjà, c'est compliqué de trouver un espace pour déborder. Après, effectivement, le peu de fois où ils l'ont eu, ben, ça n'importe rien. Mais c'est compliqué, en fait, de trouver où est le juste milieu entre j'apporte et à un moment donné, je prends confiance et je peux centrer, et de se dire, bah, finalement, je ne peux pas y aller. Il est tout le temps en train de fermer le couloir. Donc déjà, ça, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que, bon, alors, Baker, il est volontaire, tout ce qu'on veut, mais il y a trop de lacunes. Quant à Dagba, bon, ça fait quand même maintenant plusieurs mois qu'on en parle. Bon, c'est juste plus possible. À un moment donné, tu peux pas ne jamais tenter. Ici, il a fait un centre en deuxième mi-temps, milieu de deuxième mi-temps, qui est contré. Mais en fait, il y a tellement de choses que je ne sais même pas par quoi commencer. Il y a les lacunes techniques, il y a les lacunes tactiques, il y a le manque de confiance. On sent qu'il n'ose pas, il avance de 10 mètres et il met le pied sur le ballon et il remet le ballon derrière. Tout est fait un peu défensivement à l'énergie, mais il n'y a pas de lecture de jeu, il n'y a pas d'intelligence. Alors évidemment, il n'est pas aidé parce que le défenseur central qui est à côté de lui, c'est Kerrer. Mais en même temps, quand c'était Silva, il n'a pas fait non plus des matchs meilleurs que ça. Donc voilà, en fait, oui, le banc aujourd'hui, il y a trop de limites, et à ces postes-là particulièrement. Est-ce que Kurzawa il a une carte à jouer à gauche? Je ne sais même pas. Voilà, après, à droite, il y a Pembele, qui fait pas une bonne entrée hier, mais ça arrive. Il avait fait des bons matchs. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des manques à ce poste-là, et c'est un problème dans l'animation du jeu de Pochettino quand on le connaît, parce que les latéraux, ils ont un vrai rôle dans un 4-2-3-1 avec des joueurs qui vont rentrer, libérer les couloirs, etc. Donc ouais, tu as Florenzi et Bernat, s'il revient, parce que bon, on sait très bien que les croisés, c'est compliqué, mais derrière ça, tu n'as rien, quoi. C'est vrai que Dagba, ça commence un peu à devenir compliqué. Ça fait des mois que ça dure. Nico, toi aussi, c'est un secteur de jeu. Alors, on sait ton appétence pour Baker, mais bon, voilà, c'est assez limité quand même à certains moments. Dagba, pour moi, c'est encore pire. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, des latéraux? Est-ce que tu es inquiet ou bon, ça peut s'améliorer? Ouais, ça peut s'améliorer. Ça peut pas être moins bon qu'hier, en tout cas, ça c'est clair. Bien sûr. Sur Dagba, je vais pas dire de choses nouvelles par rapport à Yacine. Il n'est pas au niveau, tout simplement. Je préfère vraiment Pembele dans le couloir parce que moi, ce qui me gêne avec Dagba, c'est qu'il tente rien. Voilà, qu'il soit pas en confiance. Je comprends même pas pourquoi. On lui demande pas des choses de dingue. On lui demande de prendre l'espace. En plus, c'est plus facile de prendre l'espace à droite qu'à gauche parce que pour le coup, Di Maria libère un peu plus l'espace que Mbappé, mais tu le vois jamais prendre l'espace. Alors maintenant, pour défendre un mec comme Dagba, il n'y a pas de combinaison de jeu à 3 qui font que tu as le ballon qui vient sur un appui intérieur et qu'ensuite ça va décaler le couloir pour le latéral qui est monté.
le PSG n'a pas ce circuit de passe parce qu'ils l'ont jamais travaillé sous Tourelle. Donc forcément, c'est difficile d'être coordonné, d'avoir la bonne course pour ce genre de décalage. C'est très rare que ça se fasse, un peu plus avec Florenzi, mais c'est souvent sur une seule passe parce qu'un espace a été libéré, mais tu sens que ça combine pas assez pour libérer les latéraux. Et puis les rares fois où Dagba a réussi à trouver de l'espace, effectivement, il s'arrête et il va rejouer derrière. Après, couloir gauche, c'est la même chose. Hier, bon, Baker, oui, je le défends, mais surtout dans son attitude. Voilà, au moins Baker, je trouve qu'il est volontaire. Pour le coup, lui, il va devant, il tente des centres. Alors hier, le ballon était trop lourd et il n'a pas réussi à centrer à plus de 10 mètres de lui. C'était un petit peu ennuyeux, mais bon, il est pas loin de faire une passe décisive quand même en deuxième mi-temps pour Pembele, je crois. Donc voilà, au moins il tente. C'est mal fait, mais il y a ce côté qui tente. Après, on va quand même rappeler une chose. Baker, il est numéro 3 dans la hiérarchie au début de la saison. Dagba, il est 2 ou 3 également. En ce moment, c'est les deux titulaires, donc forcément, c'est difficile. Et le jeu parisien sur les côtés, il est très, très défaillant. Alors après, est-ce que Pochettino va pouvoir, en peu de temps, réussir à changer le jeu de cette équipe et faire en sorte que les couloirs retrouvent de l'importance? Déjà, je ne suis pas sûr qu'il va y arriver facilement parce que ça implique beaucoup de choses dans l'effectif, dans le jeu notamment des attaquants. Et donc déjà, il va falloir mettre ça dans la tête des mecs de devant, donc ça va être long. Et puis derrière, effectivement, si tu arrives à libérer tes latéraux et qu'ils ne sont pas capables d'ajuster un bon centre, donc ça va être embêtant. Après, dernière chose, tu as aussi t'as un manque de présence dans la surface sur ce genre d'action. Les rares fois où Baker peut tenter un centre qui rate, tu regardes au milieu, tu as Keane qui fait un appel et puis il n'y a personne d'autre. Donc le jeu sur les couloirs, oui, il va falloir l'améliorer, mais il va falloir améliorer tout ce qui est autour pour que ce soit productif. Là, on en est très très loin. Ouais, Nico, tu disais c'est les numéros 2 ou 3 de base. Mais on sait que les numéros 2 au PSG, ils sont amenés à jouer à un moment donné avec les blessures, le turnover. Donc, Mousse, est-ce que pour toi, Dagba et Becker, ils sont pas au niveau ou est-ce qu'ils sont capables de mieux, selon toi? Non, ils ne sont pas au niveau, ça c'est clair. Baker, comme l'a dit Nico, il arrive de la formation de l'Ajax gratuitement. Au début, tu as l'impression que c'est plus pour aider, peut-être pour faire des allers-retours entre les U19, l'équipe pro. Voilà, c'est pas un joueur sur lequel on comptait. Dagba, je rappelle que quand il arrive au PSG, il a 16 ans, il est formé à Boulogne, il est pris à la base pour jouer avec la CFA. Donc, comme ça, au moins, les gens pourront comprendre que c'est pas simplement de l'acharnement sur les joueurs, c'est qu'évidemment qu'ils n'ont pas le niveau. Et même si tu prenais les titulaires, est-ce que lorsque tu vois les équipes, les dernières équipes qui ont gagné la Ligue des Champions, prenez les latéraux des deux côtés, gauche et droite, c'est autrement supérieur que ce qu'on a au PSG, parce que Bernat, c'était un pari en 2018, c'est un pari plutôt réussi, hein. Et c'est pas non plus le meilleur latéral gauche du monde. Il a quelques lacunes défensives, il est très bon offensivement, mais on l'a déjà vu sur certains matchs en Ligue des Champions, pour ne parler que de la Ligue des Champions, où souvent il était quand même pris dans son dos. À droite, je rappelle qu'avant Florenzi, c'était Meunier. C'était compliqué. On a essayé Kerrer à droite, c'était compliqué. Aujourd'hui, Florenzi arrive. On a l'impression qu'il était un peu cramé aussi. Moi, je pense que tout part aussi d'un problème de recrutement aussi. C'est des erreurs de recrutement. C'est que parfois, on a mis beaucoup d'argent sur des postes au milieu de terrain en attaque, alors que le problème des latéraux, il existe depuis longtemps. Et que quand tu décides de mettre 40 millions sur Kerrer, 30 millions sur Diallo, 50 millions sur Gay, etc., alors que tu as toujours besoin de latéraux, il y a aussi un problème, de recrutement. Ce n'est pas uniquement lié à la façon dont les fait jouer, la façon de faire jouer les coachs sur les latéraux. Donc voilà, moi je pense qu'il y a aussi une erreur. Il y a aussi le double transfert en 2017 où tu mets 400 millions et ça te bloque. Et puis après, tu as continué à faire des recrutements pas cohérents en mettant des grosses sommes. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, encore une fois, en tout cas pour la Ligue des Champions, si tu n'as pas des latéraux, alors quel que soit le système, hein, que tu joues à 3 défenseurs, 4 défenseurs, l'importance des latéraux, elle est primordiale. Et si tu mets pas, si tu mets pas un peu d'argent sur de très très bons latéraux, c'est compliqué. Et aujourd'hui, il l'a dit Yacine, hein, Bernat va revenir, mais quand tu reviens après une opération des croisés, tu n'es pas tout de suite opérationnel. Et le temps qu'il récupère son niveau, on arrivera à la fin de saison. Donc, en espérant qu'il prolonge et que ça aille mieux l'année prochaine, mais il va vraiment falloir recruter 2 top latéraux si tu veux vraiment aller encore plus loin en Ligue des Champions. Ouais. Moi, je te rejoins moyennement sur le. Alors, je te rejoins sur le recrutement, moins sur les numéros 1 quand même, parce que Bernat, alors au début, on parlait un peu de ses lacunes défensives, mais par rapport à tout ce qu'il apporte dans le jeu, dans le secteur offensif,
ses oublis défensifs sont très minoritaires quand même, je trouve. Je trouve vraiment à la hauteur. Même Florenzi, depuis qu'il est là, il est plutôt bon. C'est vraiment au niveau des doublures. J'aime bien Florenzi. Hein. Alors moi, Florenzi, j'aime bien. J'adore l'attitude du joueur, etc. Mais c'est vrai que quand on l'a vu jouer, il y a des moments où tu le sentais quand même un peu fatigué, un peu cramé. Alors c'est peut-être l'enchaînement des matchs et le manque de préparation. Il y a pas de souci. Je dis pas que c'est un mauvais latéral droit, hein. Mais quand tu compares avec ce qui se fait, avec l'équipe qui est arrivée en finale l'année dernière, le Bayern, enfin qui l'a remporté l'année dernière, le Bayern, Liverpool l'année d'avant. Il y a quand même une grosse différence, tu vois. Donc, et Bernat, très bon joueur, mais on ne peut pas dire que défensivement, c'est la sécurité sociale aussi, tu vois. Et pourtant, j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Mais c'est pas, voilà, parfois c'est un peu difficile aussi pour Bernat. Ouais, vas-y Nico. Ouais, non, mais Mousse, tu sais très bien que le marché des latéraux, il est très compliqué. Des top latéraux comme Liverpool, il n'y en a pas 50 libres sur le marché. Alors après, moi, je veux bien que, et je suis d'accord avec vous, qu'on parle de l'insuffisance des latéraux du PSG, mais il y a eu Meunier, qui est international avec la Belgique. Sur le papier, c'est quand même pas non plus le plus mauvais du monde. Dagba, il est international avec les Espoirs. Kurzawa, il a quand même eu, c'est pareil, il est passé par l'équipe de France, il avait quand même du potentiel. T'es quand même pas avec des charlots sur le papier. Et moi, j'ai quand même le sentiment qu'à Paris, il y a un système de jeu, il y a une manière d'isoler les latéraux qui fait qu'au bout d'un moment, les mecs, offensivement, ils perdent leurs repères. Et on en avait déjà parlé ici. Quand tu fais 40 appels et que tu as des Neymar ou des Mbappé qui vampirisent le ballon, qui te donnent jamais le ballon dans la course, forcément, tu te coordonnes mal avec eux. Et puis, bah, il y a un moment où tu n'arrives plus, tu sais plus quand tu dois y aller. Et puis, bah, tu fais ça 2, 3, 4 mois. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que tes latéraux, ils sont perdus offensivement, qu'ils ne sont pas impliqués dans le jeu offensif de ton équipe parce que les mouvements ne sont pas bons, parce que les circuits de passe à la relance, ils ne les impliquent pas suffisamment, que tu as les centraux qui ne sont pas bien coordonnés avec eux. Enfin, les latéraux, ça, c'est un vrai boulot. Je pense que Yacine en parlera beaucoup mieux que moi. C'est quand même un des postes aujourd'hui qui est le plus contraignant du football moderne, parce qu'on leur demande tout aux latéraux aujourd'hui. On n'est plus comme il y a 30 ans où le latéral il était juste là pour défendre. Aujourd'hui, un latéral, il a tout un couloir à animer. Si tu les laisses dans cette espèce d'isolement tactique au PSG, tu retrouves des mecs qui perdent confiance. Et moi, je vais pas mettre en avant, enfin, je vais pas vous dire que Dagba est un génie et qu'il finira au Real parce que c'est un super latéral. Il a énormément de lacunes. Becker, je ne vais pas en parler parce qu'aujourd'hui, je vais me faire petit sur ce sujet-là. Mais tu as quand même cette problématique de se dire pourquoi est-ce que les latéraux au PSG, ça ne marche jamais. Et même avec Alves, rappelez-vous, Alves, c'était même en fin de carrière. Le jeu de latéral avec Alves, c'était pas non plus super flamboyant parce que les mecs, ils sont souvent isolés. Donc, c'est un peu plus compliqué que juste un niveau individuel, à mon avis, sur ce poste-là, quand même, en ce moment. Yacine, il y a un autre secteur qui dysfonctionne, du moins hier au PSG, c'est les ailiers. Donc, en l'occurrence, Di Maria et Mbappé. On a l'impression qu'ils sont pas revenus de vacances et surtout, on a l'impression que ça fait quelques mois qu'ils sont en vacances. Juste un mot sur les latéraux pour finir. L'exemple, par exemple, c'est Robertson. C'est-à-dire que Robertson, quand il arrive à Liverpool, je suis persuadé que s'il signe au PSG, tout le monde te dit mais qu'est-ce que c'est que ce joueur? Il joue à Hull City, mais qui va le prendre? Mais qu'est-ce que vous faites venir? Enfin voilà, c'est ce que dit Nico, c'est-à-dire que l'animation, ce que tu demandes à tes joueurs, la confiance que tu leur donnes, ça peut donner à Robertson. Je pense que c'est le meilleur exemple aujourd'hui. Donc pour revenir aux ailiers, oui, il y a un problème de niveau déjà, athlétique, parce qu'il y a des joueurs qui font plus de courses, il y a des joueurs qui font plus de différence, mais il y a surtout un problème de comportement. Di Maria, alors, j'en avais déjà parlé dans un podcast, on avait eu cette discussion. Di Maria, moi, c'est que mon avis. Sur les 5 ans au PSG, il y a beaucoup de matchs, ou de gestes plutôt, qui camouflent un peu beaucoup de lacunes. Il ne faut pas oublier que les 6 premiers mois avec Laurent Blanc, il n'est pas terrible et il fait une très bonne deuxième partie de saison. Que les 6 premiers mois avec Emery, il n'est pas terrible et c'est l'arrivée de Draxler qui le remet en route. Qu'il y a beaucoup de matchs où on a attendu de Di Maria. On peut prendre tous les quarts de finale que le PSG a joué. On peut prendre certains huitièmes de finale où à l'aller, peut-être à Manchester, il est bon. Au retour, il n'est pas bon. Contre le Real, il n'est pas bon. Voilà. Et en fait, il a sauvé par certains gestes. C'est-à-dire qu'il y a le match contre Barcelone où, effectivement, là, il est très bon, le match aller. Il y a le but contre Naples qui permet au PSG d'exister alors qu'à la 90e, tu es pratiquement éliminé de la phase de poule.
Mais globalement, moi, Di Maria, il y a trop de choses. Et au moins avant, il travaillait. Il courait, il défendait. Est-ce que le fait de voir les deux stars ne jamais travailler, ou très rarement, et lui est toujours montré du doigt finalement par rapport aux autres, est-ce que ça l'a emmené vers ce schéma de se dire, bah écoute, moi aussi je vais arrêter de travailler, moi aussi je vais arrêter de courir, parce qu'il n'y a pas de raison. Est-ce qu'il a vraiment aussi mal vécu euh, le fait d'être mis un peu sur le banc par Tourelle les dernières semaines? Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Et alors Mbappé, bon, alors là c'est le festival. C'est-à-dire que Mbappé, il n'y a plus rien qui va. Il avait de la vitesse, on ne sait pas où elle est. Il veut des stats, mais il fait rien pour en avoir. C'est-à-dire que dans le jeu, il ne comprend pas le jeu. Là, hier, il a passé 60 minutes le long de la ligne de touche à attendre des ballons. Et après, à prendre le ballon et à rentrer, à pousser. Parce qu'à un moment donné, dans deuxième mi-temps, il y a une action où il arrive finalement, je crois, dans la surface, sur une accélération. Évidemment, bon, ça s'est enflammé sur les commentaires. Mais il faut regarder l'action, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Il pousse le ballon, il a un premier contre, il pousse un peu l'action, il y va à l'arrache. Mais voilà quoi. Aujourd'hui, je lisais les journaux rapidement. Les mecs te sortent l'action où il laisse passer entre les jambes pour Di Maria. C'est-à-dire que Mbappé, 200 millions d'euros, on attend ça de Mbappé, quoi. C'est-à-dire que son bon point, c'est d'avoir laissé passer un ballon entre les jambes pour que Di Maria frappe. Non, mais à un moment, il faut arrêter. Euh, alors, il y a des circonstances atténuantes sur le fait qu'il ait été blessé, qu'il est revenu trop tôt, on en avait parlé. L'histoire du Final 8 où pour moi, de toute façon, il n'était pas en mesure de jouer le quart de finale. Alors, il a apporté ce qu'on avait déjà dit, l'aspect mental, faire reculer le bloc et tout, mais il n'était pas prêt. Tu ne peux pas sortir d'une entorse comme ça. Le problème, c'est que quand tu as des entorses comme ça et que tu n'es pas bien soigné, tu compenses. Donc après, tu as des blessures musculaires ou des gènes musculaires, etc. Mais malgré tout, en dehors de ça, il y a un problème d'attitude. Voilà. Hier, je regardais, il y a 2, 3 fois où il a essayé des passes, mais des passes de Neymar. Voilà. Il s'est pris pour un numéro 10, il cherchait des intervalles, il cherchait. Alors que à l'opposé, il y avait des joueurs tout seuls. Alors que non, c'est juste plus possible dans l'attitude. Alors, soit il a plus la tête au PSG, il faut trouver une solution pour qu'il parte. Voilà. Soit son jeu était tellement stéréotypé qu'aujourd'hui, les adversaires l'ont compris, même en Ligue 1. Alors oui, on va me dire, ah, il a marqué 12 buts, ok, mais si on refait le point contre qui, etc. Euh, et finalement, bah, il n'a pas progressé dans le jeu. Il n'a pas progressé dans la compréhension du jeu. Et donc, il arrive à un moment donné à une stagnation. Et aujourd'hui, soit il se remet en question et il se dit, pour passer un cap, il va falloir que je comprenne le jeu maintenant, parce que ma vitesse, bah, je ne vais pas pouvoir miser dessus pendant des années. Ou soit, bah, ça restera comme tout le monde. Alors, ok, il est champion du monde, tout ça, machin. Ça restera comme tout le monde, un espoir dont on attend des choses, mais qui déçoit, un espoir où on va nous dire, quand il n'est pas bon, ah, mais il a mis 32 buts l'année dernière. Voilà, ça, c'est l'argument des défenseurs d'Mbappé. Il n'est pas bon. Ah ouais, mais tu as déjà connu un mec de 22 ans qui a mis 32 buts et 12 passes décisives. Mais c'est ça votre argument. Dans une Ligue 1 très faible, bon voilà, c'est juste plus possible. Il va falloir que quelqu'un lui parle. Bah, Mousse, tu veux pas lui parler à Mbappé, justement? Non, blague à part, t'es aussi dur que Yacine envers les deux, envers Mbappé et Di Maria. Moi, personnellement, je te trouve un peu dur avec Di Maria, mais Mousse, t'en penses quoi? C'est marrant que tu dis ça sur Di Maria parce que vous n'avez pas encore lu son papier, mais il arrive. Vous avez un papier qui est plutôt très, très cinglant. Et je lui avais dit, je te trouve un peu dur avec Di Maria parce que je trouvais que malgré tout, quand même, en 5 ans de présence maintenant, on ne pouvait pas simplement résumer le match, par exemple, de Naples ou de Barcelone, évidemment, le match aller, etc. Je l'ai trouvé quand même en Ligue 1, il a quand même apporté des choses, même si tu as raison, Yacine, hein, les débuts, c'était pas forcément. Même si son premier match, il me semble qu'il fait une passe D pour l'avait dit, À premier match Monaco, ouais. Ouais, il quand venait il de rentrer. rentre, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et après, c'est vrai qu'il a des creux dans la saison, Di Maria, c'est vrai. Mais je parlais, moi, d'Mbappé, parce que c'est pour moi c'est le cas le plus problématique, parce qu'évidemment, il y a l'attitude, tu as raison. Il y a une chose hier qu'il a moins fait que ce qu'il faisait avec Tuchel, c'est de décrocher. Alors peut-être que Pochettino a dû lui dire je t'en colle une si je te vois décrocher, parce qu'il a très très peu décroché, mais par contre il n'a pas fait d'appel, c'est vrai. Il était statique, il attendait les ballons, et il a fait ce qu'il faisait sous Tuchel, c'est-à-dire que quand Neymar n'est pas là, bah, il essaye
de faire des percées tout seul, ces passements de jambes, ces dribbles qui ne surprennent plus les défenseurs adverses. Ces passements de jambes, ces dribbles, bon, je pense que tout le monde les connaît maintenant. Non, il y a un problème d'attitude. Alors, il y a aussi peut-être un problème de contrat, parce qu'on sait que, comme pour Di Maria, même si Di Maria c'est différent, hein, Mbappé, il a quand même ça il a quand même ça sur ses épaules, c'est-à-dire la prolongation. On doit lui en parler tout le temps, que ce soit son entourage. Il y a aussi les supporters qui réclament. Il y a Leonardo qui doit mettre aussi un peu la pression. Est-ce que ça vient pas aussi de là? Est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, c'est pas cette année que je peux partir parce qu'on est encore dans une année économiquement catastrophique, parce que toujours pas de retour du public, donc manque à gagner pour les clubs. Est-ce que le Real ou même Liverpool, dont on parle aussi, est-ce qu'ils sont en mesure de payer les transferts? Il y a peut-être aussi ça qui joue dans son esprit. Donc, mais aujourd'hui, Mbappé, oui, en termes de progression, en termes de... Tu as l'impression qu'il stagne. Alors, c'est dur à dire parce que c'est un gamin enfin, footballistiquement qu'on adore. Et on a mis beaucoup d'espoir en lui. On était tous très heureux qu'un gamin de Bondy signe au PSG. Et à l'époque, on en parlait comme d'un futur ballon d'or. Mais là, aujourd'hui, si tu me parles de ballon d'or, pour moi, il s'en éloigne beaucoup. Parce qu'il ne travaille plus, en fait. Et quand tu ne travailles plus, bah, tu ne progresses plus. Et c'est compliqué. Et là, hier, c'était vraiment ça. C'était tout à fait ça. Moi, je pensais qu'avec l'arrivée de Pochettino, il allait essayer de se montrer, de se dire, bah voilà, je vais prouver que je peux courir, je peux faire les efforts, etc. Mais en fait, pas une seule fois, il l'a fait. C'est comme s'il se disait, vous pouvez changer d'entraîneur, moi, c'est mon jeu, j'en ai rien à foutre. Bah écoute, je ne sais pas si ça passera avec Pochettino, on verra. Mais quand tu vois ce qu'a fait Moïse Kean hier et ce qu'il a fait depuis ces derniers matchs, bah, il devrait s'en inspirer parce qu'il y a peut-être un moment où Pochettino va peut-être le mettre sur le banc pour lui dire hey, Coco, tu t'appelles Mbappé, tu es peut-être le futur espoir du foot mondial, mais si tu bosses pas et si tu cours pas sur le terrain, bah, tu vas aller sur le banc. Moi, je pense qu'il lui faudrait un peu cet électrochoc. Peut-être ne pas le faire débuter les 2 prochains matchs et voir sa réaction. Il y a 2 réactions possibles. Hein. C'est soit tu te remets en question et à l'entraînement, tu montres à ton coach qu'il s'est trompé et à ce moment-là, il te réintègre. Ou soit tu fais le boudeur, le mauvais garçon. Et puis là, bah voilà, tu vas refuser de prolonger, pardon, et puis tu iras voir ailleurs. Mais il va falloir qu'il se remette en question, l'ami, hein, parce que là, c'est plus possible. Juste, Coach, j'ai pas parlé du repli défensif, parce que là, bon. Ouais, j'en ai parlé, t'inquiète. Il n'y a rien à dire. Nico, t'es d'accord? Non, j'ai trouvé qu'il était bon. Non, bien sûr, je suis d'accord. Je me suis déjà, Tu m'as fait peur, Nico. Je me suis déjà ridiculisé sur Becker, je ne vais pas remettre une couche aujourd'hui. Hein. Ouais, mais alors, je ne vais pas redire les mêmes choses, mais peut-être qu'il y a quand même 2 petits points sur lesquels je vais moi un peu plus insister. La première, c'est que le souci avec Mbappé, comme on peut l'avoir avec Neymar, sauf que Neymar est bien plus fort qu'Mbappé à mes yeux, c'est que c'est 2 joueurs sur qui entendent depuis 18 mois maintenant, depuis la défaite contre United en 2019, ils entendent que c'est eux qui ont les clés du jeu et que de toute façon, ça se voit sur le terrain avec la méthode Tourelle, c'est que le jeu du PSG depuis presque 2 ans ne repose que sur leurs exploits individuels. Donc, à partir du moment où tu mets ça dans la tête d'un gamin de 21, 22 ans, bah, quand il a le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, bon, bah, il faut que je fasse un exploit individuel. Sauf qu'en ce moment, Mbappé, il n'a pas le physique, il n'a pas les jambes, je pense qu'il n'a pas la tête non plus, parce que, comme beaucoup, il a pas eu cette coupure, et j'entends de dire, ouais, c'est des footballeurs, ils ont la belle vie, qu'est-ce qu'ils sont fatigués dans la tête? Bah ouais, bah, les mecs, ils sont fatigués dans la tête. Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est le cas. Il y a une vraie lassitude, et Mbappé, il a perdu clairement plein de choses dans son jeu. Et après, là où moi je vais peut-être encore être un peu plus sévère, c'est que oui, individuellement en ce moment, ils sont pas bons. Di Maria, c'est pareil, hier il fait un match atroce. Mais tu te retrouves encore une fois avec les boulets qu'a laissé Tourelle, c'est-à-dire que tu n'as pas de jeu offensif, tu n'as pas de mouvement. Moi, c'est ça qui me choque hier, c'est qu'ils ne jouent pas entre eux. Est-ce que vous voyez Di Maria chercher Kean et combiner derrière avec Mbappé? Est-ce que Mbappé, quand il a le ballon, il a dans la tête de s'appuyer sur un Kean pour un 1-2 ou d'aller chercher l'autre côté Di Maria sur un décalage? Non, les mecs ne jouent pas entre eux. Donc à partir de là, encore une fois, tu te retrouves avec un jeu ultra stéréotypé. Et oui, alors Mbappé en plus, Mbappé, son dribble, c'est je fais semblant de partir à l'intérieur, je fais un crochet extérieur et j'accélère. Tu parles que les mecs, ils l'attendent tous maintenant. Hier, il s'est même fait reprendre par Amouma à un moment. Putain, par Romain Amouma, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Il a pris de vitesse Mbappé. Donc, il y a un problème avec eux.
Alors, ce que tu dis, Mousse, il faudrait peut-être le mettre sur le banc, ça lui fera un électrochoc. Je ne suis pas sûr que ce soit possible au PSG, malheureusement. J'espère que ça sera le cas. J'espère que Pochettino, un jour, va dire, bah, écoute, bonhomme, tu mets plus un pied devant l'autre, donc va poser tes fesses sur le banc pendant un match ou deux, puis on en reparle. Si c'est possible, ça lui ferait pas de mal, sauf s'il fait sa tête de con et qu'il décide de bouder, ce qui est aussi possible. Mais ouais, il y a un problème Mbappé. Mais je vais l'englober dans un problème offensif un peu plus général. Et puis, je vais l'englober dans un problème de l'animation offensive de cette équipe. Et puis, on va finir sur un énorme panier où on va dire où est le fond de jeu du PSG. Oui, je vais juste ajouter quelque chose à ce que vient de dire Nico sur le fait de mettre Mbappé. Il y a une double problématique de mettre Mbappé sur le banc parce que moi, je suis persuadé qu'il va bouder. Il ne va pas justement s'en servir pour se dire bon, je déconne, il faut que je me remette dedans. Et si en plus, tu as Neymar sur le terrain et Mbappé sur le banc, c'est ça le double problème. C'est-à-dire qu'on connaît la relation entre les deux joueurs, on sait qu'ils sont très proches sur le terrain et en dehors du terrain. Et ça risque aussi dans le vestiaire de poser un problème, et notamment via Neymar. Ça veut dire que Neymar peut bouder aussi parce que son copain Mbappé n'est pas sur le terrain. Et c'est là, ben oui, c'est la vérité. Et c'est là la difficulté pour les coachs, évidemment, c'est là la difficulté pour les coachs. Donc oui, c'est très très dur de mettre, que ce soit Neymar ou Mbappé, c'est très très dur de les mettre sur le banc, mais il y a un moment, quand on a vu la première séance dimanche d'entraînement, on a vu une photo de Nasser El Khelaifi dans l'auditorium en train de présenter le coach. Alors, il y a eu des journalistes qui ont dit que voilà, Nasser aurait dit à ses joueurs, maintenant, c'est votre coach, c'est lui le patron du sportif, c'est lui qui prendra toutes les décisions, etc. etc. Alors, est-ce que enfin, au-dessus, on a compris qu'il fallait soutenir son coach et si c'est le cas, tant mieux. Donc, ça veut dire qu'il pourra le faire et que les joueurs ne pourront plus se plaindre auprès de Nasser El Khelaifi avec un coup de fil en disant oui, je ne joue pas, si je ne joue pas, je me casse, etc. Donc, on va voir dans les prochains jours si Pochettino appliquera ça. Et peut-être qu'il réussira à convaincre Mbappé de changer d'attitude lors des séances d'entraînement. On verra. Mais même si je suis peu optimiste là-dessus, quoi. Ouais, Nico. Juste une petite truc, c'est que ce qui est sûr, c'est que si Pochettino a les mêmes exigences qu'à Tottenham avec ses attaquants, il ne va pas supporter longtemps Ah oui. l'attitude d'un Di Maria ou d'un Mbappé. C'est complètement incompatible avec ses principes de jeu. Donc, soit les joueurs vont s'adapter aux méthodes de Pochettino, soit Pochettino va renier ses principes. Mais ça, ce qu'on a vu hier, ça ne peut pas coller dans le PSG qu'imagine Pochettino. C'est juste impossible. Surtout Nico, il y a des joueurs qui ont besoin de se relancer, comme Sarabia. Moi, je pense qu'un joueur comme Sarabia, par exemple, il peut tout à fait se relancer avec Pochettino parce qu'il était vraiment en perte de confiance avec Tuchel, qui l'avait complètement mis de côté. Un joueur comme Draxler aussi. Et n'oublions pas que Moïse Kean est en pleine forme et que Icardi est sur le retour. Donc, effectivement, c'est pas comme s'il n'avait pas de quoi les remplacer, en fait. Donc, voilà. Moi, je pense que il peut mettre un Mbappé sur le banc, il peut mettre un Di Maria sur le banc parce qu'il a des joueurs qui peuvent se relancer, qui ont sans doute la motivation de prouver à Pochettino qu'eux aussi ont leur place dans ce 11. Les amis, juste une petite note positive quand même, parce que là on est très évidemment, on fait un constat, hein, et le constat n'est pas positif par rapport au niveau du PSG aujourd'hui. Yacine, est-ce qu'il y a des joueurs quand même hier qui t'ont fait plaisir, où tu t'es dit, bon, lui en 2021, on va peut-être pouvoir compter sur lui, ou lui c'était encourageant ce qu'il a fait hier? Bah, encore une fois, c'est pas en 2021, c'est ceux qui étaient bons en 2020. C'est dire Navas, Marquinhos, qui mériterait peut-être 4 salaires pour les 4 postes de la défense, parce qu'il doit couvrir à gauche, à droite, tout ça. Bon, Verratti, parce que malgré tout, c'est une valeur sûre. Et puis Kean, voilà, qui a fait le job. Il se crée les occasions, il marque, il décale Sarabia sur la dernière occasion dans le temps additionnel. Bon, qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Il y a l'entrée de Draxler que j'ai trouvé intéressante, malgré tout, dans l'attitude en tout cas, déjà, lui. Et puis, alors, Herrera, c'est un peu mitigé, c'est-à-dire que il a été meilleur que Gay. Il est volontaire, mais voilà, il y a des lacunes dans ce qu'il veut faire avec le ballon. Même si, en fait, de temps en temps, c'est bizarre parce que, par exemple, l'ouverture qu'il fait sur Keane sur la première occasion, elle est très bonne. Donc, il est capable, mais voilà. Mais si je peux faire juste une parenthèse par rapport à tout ça sur les principes de jeu et circuits préférentiels. Parce qu'en fait, on entend souvent parler de ça. Mais en fait, qu'est-ce que c'est? Parce que les gens ont l'impression que c'est des choses qu'on répète bêtement. Par exemple, voilà, Mbappé, il décale backer dans son dos, etc. En fait, c'est pas ça. Les circuits préférentiels ou les principes de jeu, c'est où tu mets ton bloc. Et c'est quand tu as le ballon, quand tu n'as pas le ballon.
Et moi, je vais parler du côté quand on a le ballon. Quand tu as le ballon, en fait, un joueur, quand on met en place des choses, il doit avoir au moins 2 solutions, dans l'absolu 3. Et en fonction du choix, il se passe des choses autour. Et c'est pour ça que je rejoins Nico sur ce qu'il a dit tout à l'heure, sur les latéraux, mais aussi sur l'animation offensive. En fait, tout ce qui manque, c'est ça. Ça veut dire que quand Mbappé reçoit le ballon, c'est pas une question de qu'est-ce qu'il fait. C'est qu'il n'y a rien qui est mis en place. On ne voit pas des courses qui sont là pour amener quelque chose. Donc Mbappé prend le ballon et il va percuter. Et vous le voyez bien, quand il est au bout du bout de je peux plus rien faire, hop, il jette le ballon extérieur sur le joueur le plus près de lui. Et en fait, ce qui manque au PSG, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais quand Verratti a le ballon et qu'il choisit Keane? Quelles sont les courses qu'on doit faire? Quand il choisit d'aller chercher Mbappé, qu'est-ce qui va se passer autour? Qui vient aider Mbappé? Qui dédouble? Qui vient proposer une solution proche? Qui vient proposer une solution loin? C'est tout ça, les circuits. Et en fait, quand vous regardez le jeu du PSG, pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'il n'y a pas de course. Et s'il n'y a pas de course, c'est qu'il n'y a rien qui a été préparé. Parce que malgré tout, même si effectivement, il y a le fait de ne pas recevoir le ballon, mais au moins, dans la première partie du match, il y a au moins des courses que tu peux faire. Tu n'es pas encore blasé au bout de 20 minutes. Donc, s'il n'y a pas ces courses, c'est qu'il n'y a rien qui est mis en place. Et le vrai chantier de Pochettino, il va être là. Il va être en fait de créer des mouvements pour mettre, il l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, il l'a dit en conférence de presse, pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Voilà. Et ce qu'on confond, c'est les meilleures dispositions, elles sont faites par rapport aux autres. C'est pas juste de dire j'isole Neymar, je lui donne le ballon et débrouille-toi. C'est pas ça les meilleures dispositions. Ouais, Mousse, vas-y. Non, moi j'avais une question pour Yacine, mais est-ce que tu crois qu'il a le temps? Est-ce qu'il aura le temps avec un match tous les 3 jours et sans préparation de pouvoir faire travailler parce que quand tu joues tous les 3 jours, tu as forcément de la récupération. Et après, tu as peut-être un jour et demi pour préparer le match suivant. Mais est-ce que c'est suffisant pour Pochettino? Est-ce que ça va être suffisant en termes de temps de pouvoir mettre en place les principes de jeu, les circuits préférentiels, en sachant encore une fois que jusqu'à la fin de saison, le calendrier il est démentiel. Alors il y aura peut-être, évidemment, il y aura des trêves internationales, mais tu n'auras pas tes meilleurs joueurs. Donc tu ne pourras même pas travailler pendant les trêves parce qu'ils seront tous en sélection. Donc Alors, moi, c'est là où je suis un peu inquiet aussi. Tu vois. Pour moi, oui, dans le sens où, en fait, en gros, tu as 3 séances à chaque fois entre les matchs. Donc, tu as la récup, tu as une séance et tu as un peu la séance d'avant-match. Pour moi, oui, parce que je pense que Pochettino, il a beaucoup de principes de jeu et qu'il utilisera toujours une des séances pour mettre en place quelque chose sur une longue séquence. Ce qu'il a fait, par exemple, avant Saint-Etienne, où il a pris le 11 titulaire et il a mis en place des circuits à la fin de la séance, vraiment pour insister sur ce qu'il devait faire. C'est comme ça d'ailleurs que l'info Verratti en 10 est sortie. Et donc, tu remarqueras hier que la composition n'a pas vraiment fuité avant. Bon, la compo probable d'RMC, c'était la même, et l'équipe. Mais bizarrement, il n'y a pas eu de composition annoncée avant la compo officielle du PSG. Après, hier, il n'y avait tellement pas de choix que deviner la compo, ce n'était pas non plus. C'est vrai aussi. Non, mais voilà. Donc, oui, je pense qu'il a le temps. Mais effectivement, le fait de jouer un match tous les 3 jours, bah, ça réduit ce temps. Au lieu de faire 2 séances tactiques où tu vas mettre en place des choses, tu n'en as qu'une et elle va être en plus limitée parce que tu ne vas pas pouvoir faire 1h30 de tactique. Nico, Nico, toi aussi. Tranquillement, juste, on va enchaîner. Juste, c'est là où tu vois que tu as perdu du temps parce que ce que veut faire Pochettino, ça va demander plusieurs semaines, plusieurs mois. Et que. En fait, ça de pré-saison. Ouais, c'est ça, c'est un travail de pré-saison. Et à défaut de le faire en pré-saison, toi, tu aurais peut-être déjà dû devancer ça dès la trêve internationale de novembre, parce que tu sentais que de toute façon, il fallait changer. Et c'est là où aussi les gens. On ne peut pas non plus se cacher toujours derrière les absents, derrière les titulaires qui sont blessés, parce que justement, en ayant développé à l'entraînement avec tout le monde ce genre de système de jeu, ce genre de circuit de passe, de circuit de mouvement, et ben justement, alors, avec les remplaçants, ça sera peut-être moins rapide, ce sera peut-être moins bon techniquement, mais tu vas quand même garder ce fond de jeu. Ce que tu retrouves avec le Bayern, tu as des repères. Et le problème aujourd'hui, c'est que non seulement tu as des joueurs qui sont moins forts que les titulaires parce que tu as beaucoup d'absents, et en plus, ils n'ont aucun repère. Comment est-ce que tu veux développer du football agréable et efficace? C'est juste impossible. Nico, pour toi, le principal défi, c'est justement ce qu'a dit Yacine, trouver ces circuits préférentiels et relancer un peu la dynamique tactique.
ou au contraire plus sur l'aspect dimension humaine et relancer certains hommes et les mettre dans un mood qui permette au PSG de, à l'image du Final 8 où tactiquement c'était pas forcément flamboyant, mais par contre dans les têtes c'était au rendez-vous. C'est quoi, c'est tactique ou mental le plus gros défi là du PSG? Je pense pas que Pochettino il soit venu pour animer une thérapie de groupe. Hein. C'est pas son boulot. Hein. Lui, il est là pour mettre en place une équipe efficace. Si les mecs ils sont pas bien dans leur tête, alors qu'ils jouent au PSG, qui sont. Alors là, pour le coup, je vais être super démago, mais les mecs, ils sont super bien payés. Ils ont des conditions de travail qui sont pas loin d'être optimum. Les mecs, on s'en fout un peu de leurs états d'âme. Là, il y a la Ligue des Champions qui arrive dans un mois. Mbappé, c'est quoi aujourd'hui? Bon, on va pas focaliser que sur lui, mais c'est quoi le problème de Mbappé? Il est pas bien dans la tête. Il a des soucis, il sait pas s'il va aller au Real. Si c'est ça son problème, en fait, c'est pas le boulot de Pochettino de le remettre dans l'endroit. Le boulot de Pochettino, dans ce cas-là, c'est de l'écarter de l'équipe. Pochettino, il a besoin de 11 mecs qui soient motivés et surtout, il a besoin de 11 mecs qui vont se mettre à courir. Yacine l'a parfaitement dit, le PSG aujourd'hui est une équipe qui ne court pas. C'est l'équipe qui court le moins en Ligue des Champions, quasiment. Pochettino, c'est l'entraîneur qui lui demande à ses équipes de courir le plus. Donc, il est là aujourd'hui le défi de Pochettino, c'est de faire changer les attitudes. C'est pas de demander à Mbappé d'être bien dans sa tête. Il va être bien dans sa tête à partir du moment où l'équipe va bien jouer, je pense. Parce qu'il le sent, a priori, les mecs qui jouent pas bien, ils sont pas naïfs. Un mec comme Neymar, il le voit bien que le PSG autour de lui, c'est complètement bidon en ce moment. Ces mecs-là, ils ont besoin de retrouver des repères de jeu, ils ont trouvé de s'inscrire dans un cadre collectif où leur technique individuelle va pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'on a des facultés individuelles qu'on demande de s'exprimer sans rien autour. Ça ne marche pas, on l'a vu depuis plusieurs mois maintenant. Donc elle est là, la mission, à mon avis, c'est surtout tactique. Tu as besoin d'instaurer une vraie tactique à cette équipe qui n'en a aucune. J'ai pas idée, enfin, vous regardez tous les matchs, sûrement plus que moi, mais je regarde pas mal de matchs les week-ends. Dans les équipes de Ligue des Champions, je ne vois pas une équipe qui propose un jeu plus faible collectivement que le PSG. C'est horrible de dire ça, hein, mais j'en vois pas. On a éclaté les Turcs au parc en Ligue des Champions, mais ils ont un jeu collectif qui est meilleur que le PSG. Alors c'est moins efficace à l'arrivée parce que tu n'as pas de bons joueurs, moins de bons joueurs, et tu n'as pas les exploits individuels d'un Neymar ou d'un Mbappé, mais collectivement, citez-moi une équipe de Ligue des Champions aujourd'hui qui est moins forte que le PSG. Mousse, par rapport à tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, et par rapport aux défis qui attendent Pochettino, il y a des joueurs, alors on a commencé un peu à en parler, mais il y a des joueurs qui ont sûrement eu un poste à gagner, qui vont peut-être sortir vainqueurs de ça. Pour toi, si tu devais m'en citer un ou deux, alors moi je dirais, je sais que Yacine est un peu plus défiant, moi je dirais Herrera, par rapport à sa mentalité et sa dimension, son aspect volontaire, son expérience. Je pense qu'il peut apporter quelque chose à cette équipe en phase de transition et notamment dans la tête. Toi, quel joueur tu penses pouvoir sortir du lot à ce niveau-là? Alors ça ne me surprend pas que tu penses à Herrera et je pense que Pochettino aussi, parce que d'abord c'est un joueur qui vient de Première Ligue et qui a beaucoup d'expérience avec Manchester United et je pense que le fighting spirit, lui, il l'a, il n'y a pas de souci. Gay aussi, il l'avait quand il jouait à Everton. Alors peut-être c'est un peu plus difficile aujourd'hui à Paris, mais sur les joueurs qui pourront possiblement rebondir, je pourrais te dire Draxler, mais ça m'étonnerait qu'il reste. Je ne pense pas, avec le profil du joueur et tout, c'est un très très bon joueur. Moi honnêtement, j'adore Draxler. Je trouve que c'est un joueur élégant. Voilà, c'est conduit 2 balles. Hier, sa rentrée était plutôt bonne. Moi, je trouve que c'est un bon joueur et un joueur intelligent. Si il lui restait encore un an de contrat, j'aurais pu te dire Draxler, parce que c'est quand même un joueur intéressant et que tu peux utiliser derrière les attaquants et qui t'offre aussi une possibilité quand Neymar n'est pas là. Mais ça, un joueur comme Sarabia, ouais, typiquement, je pense qu'un joueur comme Sarabia peut évidemment, parce que comme il y a encore un doute sur la prolongation de Neymar, il faudra voir comment va l'utiliser Pochettino s'il l'utilise les prochains matchs. Peut-être qu'il enverra aussi un message à Di Maria, peut-être qu'il le mettra sur le banc, sait-on jamais. Mais Sarabia, oui, je pense que typiquement, c'est le genre de joueur. Après, il faudra voir aussi le retour d'Icardi. Voilà. Moi, je pense que en ayant un entraîneur argentin, c'est son compatriote, ils se connaissent, etc. Je pense qu'il y a moyen aussi qu'on retrouve le Icardi qu'on avait vu lors de son arrivée. J'espère, Nico, je te vois hocher de la tête, parce que moi, j'aime bien Icardi, donc j'ai envie d'y croire. Sur les autres joueurs, honnêtement, parce que nous, on sait à peu près, lorsque tout le monde sera prêt, un peu l'équipe type, on sait ce que va être à peu près l'équipe type de Pochettino.
On sait que voilà, Navas, il est indéboulonnable. On sait que la charnière centrale, ça sera malgré tout Kimpembe Marquinhos. Sur les côtés, ça sera Bernat Florenzi. S'il joue en 4-2-3-1, on sait qu'il y aura au moins Verratti, un des milieux. Le deuxième, alors peut-être Herrera, comme tu l'as dit, mais il y a du monde au milieu. Hein. Tu as du Danilo, tu as du Paredes, Gay Herrera, il y a du monde. Donc écoute, je te dirais Sarabia pour l'instant et peut-être Icardi. Ouais. Yacine, est-ce qu'un Cavani n'a pas une carte à jouer? Non, je déconne. Quel est toi le joueur qui aurait une carte à jouer selon toi avec Pochettino et justement les défis que tu disais tout à l'heure, les circuits préférentiels, la dimension physique parce qu'il va falloir courir. Hein. Pochettino il vient de première ligue donc va falloir. Nico l'a très bien dit, il va falloir intensifier les courses. Pour toi, quel joueur peut sortir du lot? Moi, franchement, je pense que pour moi, c'est Draxler. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a deux cordes à son arc, on va dire. Il peut jouer en 10 et il peut jouer côté gauche. Et en fait, ça peut être un parfait complément à Neymar. C'est-à-dire que dans un match, ils peuvent très bien, à un moment donné, eux deux permuter, un qui va à gauche, l'autre qui rentre en 10. Neymar peut commencer en 10 et Draxler à gauche, il l'a déjà fait. Et en fait, quand tu connais Pochettino et le 4-2-3-1 qu'il aime mettre en place, finalement, aujourd'hui, avec les joueurs qu'il y a au PSG, c'est peut-être le meilleur compromis. C'est-à-dire que Draxler à gauche, Neymar en 10 avec un attaquant. Et à droite, Mbappé et Di Maria vont se débrouiller pour aller chercher le joueur de côté à droite. Et au milieu, avec Verratti et un joueur comme Paredes ou Danilo. Parce que en fait, c'est ce qu'aime bien aussi Pochettino, ça veut dire avoir un joueur athlétique au milieu avec un deuxième joueur plus technique. Là où j'ai un doute sur Icardi, c'est que, juste, on parlait des courses. Et en fait, Pochettino, il aime les joueurs qui courent. Et c'est pas la force numéro 1 voilà, d'Icardi. Pour ceux qui aimaient Cavani, par exemple, on peut dire que Pochettino est arrivé un an trop tard pour Cavani. Voilà, c'est typiquement le genre de joueur qu'il aime. Des mecs qui font des courses, qui vont au pressing, qui font des appels. Donc, pour Icardi, j'ai plus de doutes. Je pense que Moise Kean correspond plus à ce qu'aime comme Oui, profil. mais le problème, Yacine, de Moise Kean, c'est qu'il est simplement prêté, qu'il n'y a pas d'option d'achat et pour l'instant, ton véritable attaquant numéro 9 qui appartient au Oui, Paris mais moi, je parle Saint-Germain, des. c'est Icardi, tu vois ce que je veux Oui, dire. oui. Donc, Moi, je parle des 6 mois qui moi, je me arrivent. projette un peu sur l'avenir. Ouais, Quoi. voilà. Ah oui, toi, tu parles que des 6 mois. Moi, je me je parle projetais des 6 mois. vraiment, tu vois, un peu Parce plus que, loin que les 6 mois, tu vois. parce qu'encore une fois, comme d'habitude, on l'avait dit au moment du tirage, évidemment que Barcelone a l'air d'aller un peu mieux qu'il y a un mois. Donc, je vais juste m'arrêter sur les 6 mois qui sont là. Ce sera déjà bien de finir ces 6 mois-là avec Pochettino. Après, on verra. Donc, voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est le vrai joueur aujourd'hui qui a une carte à jouer, c'est Draxler. Toi, Nico, c'est l'un des deux que Mousse et Yacine ont cité ou un autre? Déjà, je ne veux plus passer derrière Yacine parce qu'il a tout dit. Ouais. Non, ouais, je suis d'accord. Alors, j'aurais dit Draxler aussi comme lui, mais je vais partir sur quelqu'un d'autre du coup pour ne pas répéter les mêmes choses. Je suis juste d'accord avec lui sur le côté droit pour mettre Mbappé. C'est à mon avis, effectivement, mettre Mbappé à droite et le mettre en concurrence avec Di Maria, a priori, mais enfin, c'est quelque chose qui, à mon avis, va arriver très vite parce que ça me saute aux yeux, effectivement. Alors, du coup, après, pour trouver un autre joueur, moi, je vais plutôt parler d'un Paredes parce que justement, il y a ce côté argentin. Il y a ce côté, il faut un mec un peu plus dans la récupération à côté de Verratti. Danilo, c'est un profil qui peut correspondre aussi, mais voilà, j'ai une petite préférence pour Paredes, mais là, c'est un peu plus le cœur qui parle. Et sinon, Baker. Mais bon, plus tard. Mousse, Lyon s'est imposé hier contre Lens 3-2. Lyon a 3 points d'avance sur le PSG au classement. Bon, on va pas être alarmiste, mais Lyon, ça tourne bien. Le PSG, ça ne tourne pas très bien. La dernière fois que le PSG a changé d'entraîneur en cours de saison, c'était en 2013 ou 2012. Ancelotti a remplacé Comboiré. Il faut s'inquiéter, on peut perdre le titre cette année, c'est plausible. Voilà, c'est pas une idée à écarter. Hein. Non, inquiet à ce moment-là du championnat, non, pas trop, parce que d'abord, on va aussi les affronter, je ne sais plus à quel moment dans la saison, mais et Lyon, c'est pas non plus. Alors, c'est une bonne équipe, hein, le collectif a l'air d'être bien huilé, ça commence à bien tourner, ils n'ont pas de compétition européenne, donc pour eux, c'est un peu plus facile, on va dire, c'est peut-être l'avantage qu'ils auront par rapport à Lille et Paris. Mais à ce moment-là de la saison, non, je ne suis pas inquiet parce que, encore une fois, le coach vient d'arriver, pas encore eu le temps de mettre ses principes de jeu. On n'a pas encore vu l'équipe type
sous Pochettino. Et ça, c'est important. Donc, peut-être que là, avec le retour de... Il y a certains joueurs qui vont revenir là, qui vont reprendre l'entraînement collectif et qui seront sans doute aptes pour le trophée des champions. Donc, on verra à ce moment-là. Mais non, je suis pas inquiet pour le titre. Je pense que Paris va y arriver parce que je pense qu'ils vont mieux finir. Encore une fois, là, il vient d'arriver, le temps de tout mettre en place. Je pense qu'il y aura pas de souci. Lille a perdu hier, donc ça c'est déjà bien pour Paris. Parce que, du coup, ça nous remet en deuxième position, juste derrière Lyon. Donc voilà, non, je suis pas très très inquiet parce qu'encore une fois, trop de blessés aujourd'hui pour être inquiet. Lorsqu'on aura vraiment l'équipe type plus un banc fourni, je pense que ce sera déjà beaucoup mieux. Donc non, je suis pas très inquiet pour le titre. Et toi, Nico, tu as quelques craintes ou pas du tout? Ouais, bien sûr. Moi, ouais, je partage pas trop l'optimisme de Mousse sur ce coup-là. D'abord parce que, comme il l'a dit, ils n'ont pas beaucoup de blessés, Lyon, cette année, hein. C'est normal, ils ont un calendrier très, très allégé. Ils ont très, très peu d'absence. Donc, et puis surtout, ils ont un effectif très riche. Donc, il y a quand même, Garcia, il a quand même de quoi faire sur chaque match. Après, c'est une équipe qui prend confiance. C'est une équipe qui, alors, hier, sur le match contre Lens, ils ont un passage à vide de 10 minutes. Ils se prennent 2 buts venus un peu d'ailleurs. Mais c'est une équipe qui, malgré ça, commence à vraiment enchaîner les victoires, à prendre des points. La confiance est en train de venir. Ça joue bien. Ils savent qu'ils ont une carte à jouer parce qu'ils ont en face un PSG qui est pas dans une grande année. Et puis moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est que ça fait 6 mois, enfin depuis le début de la saison, qu'on parle des blessures, des absences. Et puis pour l'instant, moi, je vois pas trop cette situation s'améliorer. Donc si le PSG fait encore 4 mois avec 5-6 blessés par match, Pochettino, tout ce qu'il va vouloir mettre en place, ça va être encore plus compliqué. Et je suis pas sûr que les lacunes accumulées en 2 ans, elles puissent s'effacer comme ça en un mois ou deux. En plus de ça, tu rajoutes l'échéance Barcelone qui va occuper les esprits, la fatigue des 2 matchs, la possible élimination et les conséquences que ça peut te foutre dans la tête. Donc non, moi je trouve que la situation, elle est pas désespérée, hein. Je suis pas en train d'annoncer que Lyon va filer vers le titre, mais il y a un vrai adversaire. Lille, je pense que ça tiendra pas parce qu'ils ont un contexte, eux, économique difficile. Et puis le dernier candidat annoncé, enfin auto-annoncé, c'est Marseille. Et j'y crois pas du tout. Donc ouais, Lyon, gros adversaire, bien sûr. Après, Nico, on est en période de mercato hivernal. Il va sans doute y avoir du mouvement au PSG, côté départ, côté arrivée. Donc ça peut aussi compenser sur les futures blessures. Donc on verra. Ah, si tu vends tous les blessés et que tu achètes des mecs valides, c'est bien, hein. Ce serait ça la solution. Nico, tu parlais d'effectifs, les matchs que tu as regardés, un peu le collectif qui fait tourner mieux que le PSG. Parmi ces collectifs, il y a Lyon. Parce que Mousse, tu disais qu'on va encore les affronter, Lyon. Ouais, mais on a vu ce que ça a donné quand on les a affrontés la dernière fois. On a pris quand même une leçon de foot. Toi, Yacine, est-ce que tu es comme Nico, prudent ou optimiste comme Mousse? Ouais, je suis pas optimiste. Ce sera une surprise. Je suis seul contre tous. Non, je suis pas optimiste parce qu'en fait, il y a pas de choses aujourd'hui qui me poussent à l'optimisme. Dans le jeu, je veux dire, Saint-Etienne, qu'on le veuille ou non, c'est le 14e de Ligue 1. Saint-Etienne, ils ont gagné un match sur leurs 14 dernières rencontres. Bon, ça te place quand même le PSG. Qu'on m'explique qu'ils aient repris l'entraînement il y a 3 jours et tout. Je suis désolé, il y a 2 ans, c'est un match que tu allais là-bas, alors tu n'étais peut-être pas flamboyant, tu étais peut-être pas, même peut-être dégueulasse, mais tu repartais de là-bas avec une victoire 2-0 et c'est tout. Aujourd'hui, tu fais 1-1. Mousse, tout à l'heure, il a dit on n'a pas été inquiété. Bon, il y a quand même un arrêt de Navas en deuxième mi-temps, un gros arrêt, et la tête sur la barre de Bouanga. De l'autre côté aussi. Après, Paris aussi a eu des occasions, etc. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Oui, ils en ont. Même quand ils sont dans leur temps fort en deuxième mi-temps, ils ont une ou deux actions. C'est pas non plus. Voilà, c'est pas. Non, tu vois, attention, tu n'as pas subi la foudre. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Malgré tout, ils ont des occasions. Oui. Voilà. C'est un match avant que tu gagnais, même en n'étant pas bon, tu le gagnais voilà, sur 2 exploits, sur un peu de sérieux. Mais encore une fois, tu n'as pas ton équipe type aussi. Tu vois, non, mais bien sûr. Donc, et justement, ça équilibre. Quoi, tu vois. Et le problème, c'est que, comme l'a dit Nico, tu as 9 blessés sur tous les matchs depuis 4 mois. Quoi. Donc, moi, je ne suis pas forcément optimiste. Après, évidemment que si tu as un groupe de joueurs valides avec seulement 1 ou 2 absents par match et que les joueurs ont envie de se mettre au niveau, bah, évidemment que ça finira devant tranquillement. Parce que tu es tout à fait capable d'enchaîner 8, 9, 10 victoires dans ce championnat. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas des choses qui me disent oh, c'est bon, tranquille, de toute façon, à la fin de l'année, on sera devant Lyon.
Et je voulais quand même, parce que j'aime bien mettre un petit tacle un peu à tout le monde, le trophée des champions qui est vraiment une superbe idée, d'accord, d'avoir mis un match comme ça en plein milieu de la semaine dans un calendrier qui est déjà catastrophique à gérer cette saison. Si on ajoute à ça, évidemment, Noël Le Graët qui veut absolument nous placer sa Coupe de France et qui devait démarrer maintenant, mais qui va prendre du retard. Donc il va falloir placer tous ces tours-là dans un laps de temps très réduit. Évidemment qu'on a aussi au niveau de nos instances des génies qui aussi laissent diffuser des matchs par une chaîne qui ne paye pas. J'aurais dû créer ma propre chaîne, j'aurais peut-être eu les droits, je ne sais pas, puisqu'apparemment on a le droit de diffuser gratuitement désormais en France. Donc voilà, c'est déplorable. Franchement, le trophée des champions, c'est déplorable. Voilà. Et la Coupe de France qui n'en sera même pas une vraie, parce que toutes les équipes ne pourront pas participer. Ouais. Aucun intérêt. Appelons-la la Coupe de la Ligue, et puis on aura gagné du temps. Non, il y a les clubs amateurs quand même. Oui, mais pas tous. Si, parce qu'en fait, ils vont s'affronter d'abord entre eux. Oui. Et après, on les intègre. Mais attends, tous les tours, ça veut dire tous les tours qui ont sauté. En fait, les premiers tours, ils ont déjà été joués. Ah, ils ont déjà été joués. Okay. Donc ceux qui restent, ils vont s'affronter entre eux 2 tours. Et après, on va les intégrer. Bon, les amis, on finit juste par 2 petites questions quiz en rapport à PSG Saint-Etienne pour tester un peu vos petites connaissances. J'avais envie de m'amuser ce matin. Première question, quel est le maire de Saint-Etienne? Non, je déconne, c'est pas une vraie question. Non, 1982, Paris affrontait Saint-Etienne en finale de Coupe de France. Parenthèse, mais je crois que je ne connais même pas le nom du maire de Saint-Etienne. Voilà. Je ne sais pas si Nico il l'a, mais. Non. Ne fais pas ça sur le dos. Hein. Je disais le PSG affrontait Saint-Etienne en 82 en finale, victoire au tir au but. 2-2 dans le temps réglementaire. Quels sont les 3 buteurs du match? Platini, Rocheteau, Toko. Ok. Ça va trop vite pour. On peut jouer aussi, nous, ou pas? Au moment où j'allais dire Rocheteau, il a dit les 3 du coup, d'un coup. Alors, attends, Mousse, Yacine, pour la prochaine, laisse un peu de temps pour. 2007-2008, avant-dernière journée de Ligue 1, le PSG se sauve peut-être en faisant 1 partout au parc contre Saint-Etienne. Quels sont les 2 buteurs du match? Jérémy Clément. Ouais, donc ça c'est bien, on l'avait tous. Et l'autre? Bam! À toi, Mousse. Moi, j'ai pas de mémoire, de toute façon. Ça, tu l'as ou pas, Yacine? Sur ce genre de match, côté ça, il y a eu combien, tu m'as dit? 1 partout. Ouais. Et là, il faut. Ah, c'est pas Faïduno, non? Ah, t'es pas loin parce qu'il avait failli marquer, mais c'est pas lui. C'est un joueur qui était encore à Saint-Etienne il n'y a pas longtemps. Donc la saison dernière. Loïc Perrin. Loïc Perrin, ouais. Loïc Perrin, qui déjà à l'époque jouait latéral droit et nous avait mis dans le mal en première mi-temps. Voilà, j'avais préparé que 2 questions, mais je vois que vous n'avez pas bien révisé. Donc, Pour Mousse, il en fallait pas plus. Hein. Non, moi, les questions comme ça, où tu me demandes de trouver un joueur il y a 10 ans dans un match bidon comme PSG Saint-Etienne, c'est mort. Ouais. Bon, celui-là, il lui demande la compo d'hier, il est déjà pas capable de la ressortir, je pense. Au réveil, c'est impossible. Ça, je te le confirme. Là, maintenant, je peux te la sortir. Mais si tu me la demandes en ouvrant, dès que j'ai ouvert le premier œil, non. Oh, je vais te sortir une compo de 2008. Tu vois. Pour l'anecdote, c'était le dernier match de Paoletta au Parc des Princes en 2008. On s'en souvient. Donc voilà. Bon, merci les amis d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve bientôt pour le débrief de PSG Brest. Bonne année. Le prochain match, c'est dimanche, je crois. Hein, c'est ça? C'est dimanche ou samedi? Ouais, à vérifier. Non, samedi. C'est un multiplex encore samedi. Samedi, ok. Très bien. Ah, ça joue samedi à 21h? Et tout le monde joue. Ouais, il y a 5 et 5. D'ailleurs, il sera sur quel match? C'est vrai qu'on finit la phase aller. Téléfoot encore? Ah d'accord, Téléfoot. Donc ceux qui ont arrêté Téléfoot. La chaîne D'ailleurs, Yacine offre des abonnements pour ceux qui veulent sur son compte Twitter. Donc pour ceux qui ont arrêté Téléfoot ne pourront pas voir le match de PSG Brest samedi. Donc voilà, bonne ambiance. J'en fais partie, hein, c'est pour ça que je le dis. Donc voilà. Ah, ça va streamer fort là. Hein, ouais, ça va streamer fort. Tu as le droit, c'est diffusé gratuitement. Non? Ah, faut être abonné. C'est ça qui est fort. Vu que tout le monde a le droit de diffuser gratuitement, tu as le droit de streamer. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, bon, merci à tous encore d'avoir participé. On vous souhaite encore une très bonne année, une bonne santé, de meilleurs vœux. On le souhaite aussi au PSG, ça va pas être facile cette année, mais on y croit fort. Bon courage à Pochettino. Ouais. Bon courage à Pochettino. Le chantier est balèze. Non, mais c'est bien d'aller chercher un titre dans le dur, c'est aussi bien. Hein, les 25 points d'avance, des fois, finir la saison au mois de mars. Bon courage à Pochettino Junior,
qui est préparateur physique de ce staff et qui va avoir du boulot dans les prochaines semaines. Et on se dit à très vite, les amis. Salut. Ciao. Allez. Ciao.